Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur les antennes de Percé TV à l'occasion de ce plateau spécial Cœur des femmes aux couleurs de la Journée internationale des droits des femmes qui se célèbre chaque 8 mars, une date symbolique porteuse d'histoire et d'engagement. Cette année, l'événement se célèbre au Cameroun et bien au-delà autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Prétexte tout trouvé pour explorer et mieux comprendre la thématique. Avec moi pour ce temps d'antenne, Sabrina Nji. Hello. Hello, Abdul Kadir, and hello to you, to televiewers of PRCTV, and thanks for tuning in. You're watching our program, Cœur de Femme, a program that discusses and brings out the realities and day-to-day experiences of Cameroonian women in a more open world where women too have rights and their voices can be heard in competent instances. Cœur de Femme is broadcast amid preparations for the 31st edition of the International Women's Day on the theme Rights, Justice, Actions for All Women and Girls. This theme is the main focus of our discussion today. On set with us are experts of different profiles. Each at a time, they will simplify the theme with concrete facts we may not have, verifiable details we need to know, and equally provide responses to most of your unanswered questions. On my left is the General Inspector at the Ministry of Women's Empowerment and the Family. You're welcome on set. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. So, Madame Nathalie Celestine Ngemba, just as public opinion, you would agree with all of us that the theme of this year's celebration is very particular, not to say peculiar. So, what is the particularity of this theme and what is the justification of its choice? Alors, le thème de cette année est vraiment particulier, de par même son écriture. Vous avez droit, point, justice, point, action, point, pour toutes les femmes et les filles. Alors, ces points que nous voyons, et on n'a pas l'habitude d'écrire des thèmes comme ça, c'est comme si on voulait nous amener à poser chaque problématique sur la table et à faire le point sur chacun de ces éléments. Alors, en matière de droit, c'est vrai, dans la rue, on nous dit qu'est-ce que les femmes veulent. Les droits des femmes sont les droits de l'homme. Les droits sont inscrits dans la Charte universelle des droits de l'homme. Mais compte tenu de chaque société, des réalités de chaque pays, des traditions, des us et des coutumes, les droits des femmes sont très souvent foulés aux pieds. C'est d'ailleurs ce problème de violation des droits des femmes qui a conduit à l'institutionnalisation de la Journée internationale de la femme, où les femmes revendiquaient d'avoir les mêmes salaires que les hommes, les femmes ont revendiqué le même droit de vote pour qu'elles participent à la société dans notre pays. Thank you very much. We'll have more time to expatiate more in the course of the program. And on my right-hand side, directly opposite you, we have Mrs. Justice Yvonne Leopoldine Akowa. She is the president of the Cameroon Association of Female Jurists. You're welcome on set. Hi. And so why do Cameroonians call you the no-nonsense judge? Oh, en fait, je savais pas que les Camerounais m'appelaient la juge sans état d'âme, mais en fait, c'est pas plus mal que ça. La justice est froide et juste. Donc, il faut juste allier les deux. Okay, so from a legal standpoint and perspective, does this theme meet with the expectations of Cameroonian women today? Ah oui. Droit, justice, action. Est-ce que les femmes ont des droits? Est-ce que les droits économiques, les atteintes à l'intégrité physique dont elles peuvent être victimes, les violences psychologiques, les violences sexuelles, les pratiques néfastes et désormais les violences numériques, est-ce que la législation en vigueur encadre ces problématiques? Est-ce que le législateur leur a donné des droits? Et si elles ont des droits, est-ce qu'elles ont accès à la justice? Est-ce que la justice les accueille favorablement? Et maintenant, action, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut agir. Parce que nous allons le voir tout au long de notre débat, il y a une vaste panoplie
de violences contre les femmes qui ne sont pas sanctionnées, réprimées. Et il y a même des sanctions qui sont inadaptées. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, même si elles ont eu accès au droit, même si à la justice, même si une décision a été rendue, ça n'a pas été juste. D'accord, merci Madame. Autant de questions dont on aura justement l'occasion d'aborder tout au long de cette émission. Et tout à côté de vous, Prudence Bachankwe, elle est vice-présidente de Lead Mission International pour le leadership féminin. Madame, bonjour et bienvenue. Thank you for inviting me. Que doit-on entendre par Lead Mission International pour le leadership féminin et comment vous accueillez cet thème au sein de votre association, la lecture que vous faites justement de cette thématique? Yes, Lead Missions International is a non-profit organization that serves to train values-based leadership and to transform our communities through servant leadership. And in Lead Missions International, we want women to focus on themselves first because we know they may face violence, they may face maybe they're not given their rights, but we want women to take full responsibility and quit the complaining lane, to know how to lead themselves first, because we know that you are the smallest crowd for you to lead. And if you can lead yourself well, you will be able to fight against all the gender-based violence, and even if your rights are not given, you will know how to take responsibility and not wait for the government, the community to do that for you. Merci, madame. Et en face de vous, Ulrich Xavier-Ovono, l'une des rares voix rare voix masculine, bien entendu, sur ce plateau qui amplifie justement les échos du club La Masculinité Positive. Vous en êtes président. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Que doit-on entendre par la masculinité positive? Alors, la masculinité positive, c'est d'abord un engagement des chefs d'État de l'Union africaine. C'est au sommet de Kinshasa en 2021 que cet engagement a été pris. Et c'est aussi une prescription juridique aujourd'hui avec la récente norme internationale de l'Union africaine sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, où vous avez une définition qui est désormais consacrée au plan juridique. C'est l'article 1er de ce texte qui vous dit qu'est-ce que la masculinité positive. Je paraphrase simplement, c'est une perspective par laquelle les hommes sont associés à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles. Et par rapport à ce thème, nous sommes très intéressés par ce thème parce que l'actualité nous demande quand même un pic de la violence. Et quand on a dit un pic de la violence, on s'est surtout positionné sur la réponse juridique. Et le club La Masculinité Positive, dans l'un de ses piliers, traite de l'assistance des victimes. Nous serons d'ailleurs heureux de vous compter parmi nos membres très prochainement. Nous prenons justement le rendez-vous. Le panel est ici présenté, mesdames, messieurs. Bienvenue au débat. Welcome back, ladies and gentlemen. The first part of this program is consecrated to understanding the legal framework of women's rights in Cameroon. In other words, Cameroonian legislations and dispositions in favor of the protection of women's rights and the fight against all forms of discriminations against this gender. We would equally talk about government actions to defend or fight for women's rights in Cameroon. But then before we get to that, we would like to know from you what women's rights is all about. We constantly talk about women's rights, but what is women's rights all about? Merci. Je disais tout à l'heure que beaucoup dans l'opinion publique se demandent c'est quoi les droits des femmes. N'est-ce pas les droits des hommes? Oui, d'une manière large. Les droits des femmes sont des droits humains. La Charte universelle des droits de l'homme prescrit que tous les êtres naissent égaux en dignité et en droit. Alors, mais au Cameroun, dans notre pays, il y a des pratiques, il y a des us, il y a des coutumes, il y a un système social fondé sur le patriarcat. Toutes choses qui font que certains droits que les femmes doivent avoir sont foulés aux pieds. Je vais prendre par exemple l'intégrité corporelle. Madame la juriste en a parlé tout à l'heure. Vous savez que dans notre pays, la pratique de l'excision existe encore. Donc, pour la petite fille, elle est née, mais on prend sur nous de retirer une partie de son corps. Alors, il y a par exemple
au niveau de la participation, le droit à la participation. Je vais évoquer juste quelques droits qui posent des problèmes. Au niveau de la participation, on dit que tout être a le droit de participer. Alors, quand nous avons dans nos chefferies traditionnelles, par exemple, combien de femmes se retrouvent dans la notabilité? Et maintenant, au niveau public, la vie publique, pour parler de la représentativité des femmes. Gender parity. Yes. Alors, combien de femmes ont droit à accéder à ces postes de prise de décision? Alors, combien? C'est vrai, il y a des évolutions et elles sont de plus en plus nombreuses sous l'action du chef de l'État, mais il y a encore à faire. Alors, maintenant, je vais encore prendre, heureusement, chez nous, dans nos pays, nous n'avons pas des inégalités au niveau salarial, mais dans d'autres pays, encore aujourd'hui, à compétences égales, les salaires ne sont pas toujours égaux. Alors, en matière d'éducation, vous savez qu'il y a des pratiques qui résistent pour amener la petite fille à l'école. Heureusement que, encore une fois, le chef de l'État a prescrit l'éducation obligatoire et gratuite pour tous les enfants. Mais sinon, Au niveau du primaire. au niveau du primaire, mais sinon, il y a encore des petites filles qui sont en retard parce que dans les us, on se dit l'éducation de la fille, l'école de la fille ne sert à rien. C'est des choses qu'il faut encore combattre. Je vais aller au mariage. Chacun d'ailleurs a le choix de son conjoint. Mais aujourd'hui, dans notre pays, il y a encore le phénomène des mariages forcés, des mariages précoces. Nous les appelons les mariages d'enfants. Avant l'âge nubile de 16 ans, des petites filles sont encore envoyées en mariage. Donc, autant de droits qui sont encore foulés aux pieds pour les femmes et les filles. Donc, il est question cette année de remettre tout à plat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes jouissent pleinement et totalement de leurs droits. So, coupled with all these difficulties and challenges you've listed, what are some of the actions government is already taking to improve the situation? Alors, il y a déjà les hauts engagements du chef de l'État. À chaque fois qu'il a fait des sorties dans les discours, il a toujours prescrit le respect des droits des femmes et des filles. En matière de violence, il s'est exprimé. Ces violences, il les a qualifiées d'incivilité. Alors, tout récemment, il a encore pris l'engagement de mettre les femmes au cœur de son septennat. Cela veut dire qu'il est conscient du fait de retard des femmes. Alors, au plan institutionnel, je crois que 2 ans seulement après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis en place un ministère chargé des questions de femmes. Et ce cadre institutionnel s'est élargi avec des délégations et surtout des centres de promotion de la femme et la famille pour prendre en compte toutes les catégories de femmes et de filles. Celles qui ont été larguées par le système formel peuvent avoir droit à une éducation, à une formation au sein d'un centre de promotion de la femme et la fille. Aujourd'hui, nous en avons 120 sur l'ensemble du territoire national. Alors, des lois sont prises dans la dernière version du Code pénal. Je crois qu'il y a de nombreuses dispositions qui incriminent, qui sanctionnent les violations des droits des femmes. Sur les mutilations génitales féminines, les peines sont fortes. Sur les agressions sexuelles, les peines sont fortes et sur les femmes enceintes. Donc, il y a une batterie de mesures. Au plan international, le chef de l'État, avec le Cameroun, on a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques au plan international, au plan régional, pour que les droits des femmes sont mieux protégés. Il y a beaucoup d'instruments. Je veux citer la CEDEF, et les conventions sur la torture, et il y en a tellement. Donc, en matière de législation, le Cameroun a peut-être l'une des législations les plus modernes à l'heure actuelle. Mais il faut encore mettre ça en pratique, les appliquer sans état d'âme. So Justice Yvonne Akoa, talking about legislations and legal dispositions taken by a government to protect the rights of women in Cameroon. I think you're better placed to enlighten us on that. So what are some of these dispositions and legal frameworks the government is working on to secure and safeguard the rights of women in Cameroon? Merci pour la question posée. Il faut dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même vécu. C'est d'abord ça le point de départ. Parce que quand on dit pourquoi les femmes s'agitent,
nos vécus ne sont pas pareils. C'est la raison pour laquelle, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, les femmes ont compris que c'était un instrument qui ne les protégeait pas. C'était un instrument qui mettait l'homme et la femme sur le même pied d'égalité, mais en fait, elles continuaient de subir d'être victimes de graves violences. D'où l'idée d'avoir un instrument spécifique de protection des droits des femmes, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui est venue aux côtés de la Déclaration universelle des droits de l'homme rétablir un peu l'équité. Alors, c'est sur la base de la déclaration de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes qui a été ratifiée et qui a été publiée au Cameroun. Et en vertu de l'article 45 de notre Constitution, elle a une valeur normative supérieure aux lois internes et inférieure à notre Constitution. Donc, techniquement, nous sommes dans un système moniste avec prévalence du droit international. Chaque fois qu'on aura une disposition interne contraire à la Convention internationale ratifiée, on va écarter du champ du contentieux la loi interne discriminatoire au profit de... Ce sera très important pour la suite. Alors, oui, nous avons un cadre légal où les violences, les atteintes à l'intégrité physique sont réprimées, mais malheureusement, de façon identique. Ça veut dire qu'on a les violences domestiques. Je suis sur les atteintes à l'intégrité physique. Le premier volet, les atteintes à l'intégrité physique, donc les violences physiques. Nous avons les violences domestiques et les violences conjugales. Les violences domestiques sont des violences qui sont exercées à l'intérieur de la famille. Par l'oncle va taper la nièce, le beau-frère va frapper la belle-sœur, et les bourreaux ont accès à leurs victimes. C'est pour ça qu'on appelle ces violences des violences domestiques. Et ces violences, et ces violences ne sont pas réprimées spécifiquement. Alors qu'un inconnu ne peut pas vous frapper en route, mais votre beau-frère va vous frapper en raison du lien qui vous unit à son frère. On a les violences conjugales. Les violences conjugales, également, ce sont des violences entre partenaires intimes. Le petit ami, l'ex-petit ami, le concubin, le mari. Et ces personnes ont également accès à vous en raison du lien qui vous unit. Et malheureusement, ces violences aussi ne sont pas réprimées de façon spécifique. Nous n'allons pas parler du taux de féminicide. Je pense qu'au 19 février, nous étions à 19 femmes mortes, femmes et filles mortes depuis le début de l'année 2026. Et je pense que tout le monde a encore un souvenir, ce monsieur qui avait une machette et qui poursuivait sa femme pour l'égorger. Personne n'a pu l'arrêter, il a juste égorgé. Donc, on ne peut pas nier le fait que c'est parce qu'il y a un lien entre eux que ces violences surviennent. Alors, nous avons le code pénal réprime les meurtres, les coups mortels de la même façon. Il ne fait pas de différence lorsque c'est un conjoint, un partenaire intime qui est l'auteur. Et c'est pour ça qu'on arrive à des situations où parfois les Camerounais ne comprennent pas comment quelqu'un a tué sa femme et puis se retrouve avec une peine que personne ne comprend. Mais c'est parce que ce sont des peines légales, parce que c'est prévu par la loi. Parce que la loi n'a pas pris en compte le fait de la qualité de l'auteur. Nous avons les violences psychologiques. Il y en a certaines qui sont réprimées, mais il y a une très grande gamme de violences psychologiques qui ne sont pas réprimées. Il y a des conjoints qui confisquent les pièces d'identité, les actes les diplômes de leurs femmes. Il y a des conjoints qui commettent pas mal de faits psychologiques sur leurs femmes. Notre législation ne réprime pas encore ce type de violence. Donc, du coup, les femmes n'ont pas accès à la justice parce qu'il faut d'abord que le droit soit reconnu. Nous avons les violences économiques, les entraves aux droits successoraux qui ne sont pas réprimées. Nous avons en matière de violence économique, la vente des biens de la communauté par un conjoint sans l'accord de l'autre. C'est une violence économique. Ce n'est pas réprimé. On va revenir dessus. Nous avons les violences sexuelles qui ne sont pas réprimées. Le harcèlement sexuel en dehors du milieu professionnel n'est pas réprimé.
Donc, le harcèlement sexuel en milieu professionnel entre collègues n'est pas réprimé. Ce qui est réprimé, c'est le harcèlement sexuel d'un patron vis-à-vis de son subordonné. On va donc noter, madame, en dépit de toutes ces initiatives prises en faveur justement des femmes, jusque-là, le chantier reste encore immense. Madame Prudence Bachankwa, le thème appelle à des actions telles que le droit et la justice. Avez-vous le sentiment qu'à date, les femmes connaissent véritablement tous ces droits-là? Et quelle évaluation faites-vous à mi-parcours? I want to say that when you talk about rights, it is not a favor. It is not optional. It is a responsibility. And I want to say that many women already know their rights. But like I said, what do they do with that right? What are the barriers? What are the things that makes them not to be able to implement it? That's why we say women have to do justice to themselves to be able to remove those barriers that move them from moving forward. And now, when you know it, you have to pass into action. It is not only knowing, because we are celebrating the 41st edition of the Women's Day. It means that it's something that for 41 years we have been talking about. So now, women, what stops you? Is it because you don't know the rights? What are the things that stops you from moving forward, from implementing it? We are not competing with men, so we are telling women that the responsibility starts with them. And that's why I'm saying that you are the smallest crowd for you to lead. We want them to quit. They know to quit the complaining lane and pass into action. That is why we are saying that if a woman, let's take for an example that if you educate yourself, if you spend time, let's say people spend time on their WhatsApp or their telephones all the time. If you could take that 1 minute or 10 minutes that maybe your husband is preventing you from going to school, and make use of it to study a trait or to study a skill, because we say that the more you learn, the more you earn. And if you stop learning, you start dying. So at the level of your home, there are so many things that you can take actions rather than complaining, rather than saying that they have your rights or maybe your actions, they have prevented you from maybe taking action. At the level of your home, if you see any profession or anything that you study for 1 hour every day, after 5 years, you become an expert in it. So we are telling women that there are so many tools that are outside there that they can use. So let them look at the things that stops them. What are the barriers, and do justice to themselves, and not only sit and be complaining. We want women to, so that's what in Lead Missions we make women to know that you are loaded. There is a seed in you that you will not wait for the community or the government. I don't need the government to make me to be the best wife in my home. I don't need the government to make me to be the best wife to my husband or mother to my children. I don't need the government to make me to be the best worker at the level of my office. What I need is that I need to empower myself. I need to pass into action. I need to, even those who have gone through hurting moments, painful moments, if they don't heal, they say any pain that does not heal becomes a personality. If they don't heal from that pain, they cannot move forward. And you don't have to see because something happened to you in the past and you are imprisoned in that past. We live life forward. We don't live life backward. Even if you have tears like you have yesterday, may that tears now use that tears as your own responsibility, passing into action to water the seed that is in you for you to become the woman that you want to be in the future. So you must know you and then desire to become somebody, because we ask so many women nowadays in the society to say, what do you really want to become that the government is hindering, that the justice is hindering, or actions cannot be taken? Many of them will not even know. They don't even know themselves. They don't know where they are going. So it is a responsibility for women to know themselves, know their areas of strength, know their areas of weaknesses, know what makes them happy, know what they can do better, and then invest in that area. And I believe that if they invest in that area, there will be channels where other women who are living in darkness, there will be the light to other women. So I just want to say that women have a lot of responsibility. Instead of complaining, instead of blaming others, ask yourself, if I was in my home, I was maybe brutally treated by my husband, what is it that I should do next so that I should not go through such treatment? Talk it out. Say it. Don't keep it in the silent. And also, women should pass into action. And if they do that, I think it's going to change our community. Thank you. Thank you, madame. Monsieur Xavier Ovono, on comprend aisément que jusqu'à date, il y a des problèmes qui se posent au niveau des textes. Un document qui s'est fait encore attendre du côté de l'Assemblée nationale, le Code de la famille dont certainement vous avez entendu parler,
Est-ce qu'en l'absence d'un code de la famille proprement dit, le droit familial ou le droit de famille du Cameroun semble se reposer sur tantôt le code civil, quand on parle justement des violences, quand on parle de l'affiliation, tantôt sur l'ordonnance de 1981 relative à l'état civil. Est-ce que le cadre juridique actuel protège suffisamment la femme au Cameroun? Alors, il faut déjà comprendre pourquoi on protège la femme. Quand on aura compris ça, on comprendra tout le reste facilement. Quand vous prenez la Constitution du Cameroun, la loi fondamentale, vous avez une disposition qui est claire qui vous dit l'État encourage la famille, base naturelle de la société. Elle protège les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Dans cette disposition, on ne dit pas que les hommes sont protégés. On dit on protège les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et toutes les autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une déclinaison spécifique pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation? C'est ça qu'il faut comprendre au départ. C'est ce qu'on appelle, en fait, il faut comprendre la notion de victime spécifique. C'est-à-dire que vous pouvez être une panoplie de victimes, mais vous avez ce qu'on appelle les victimes spécifiques. C'est de la victimologie, c'est une partie du droit pénal. Quand vous regardez l'actualité peut-être camerounaise, internationale, les viols de Mazan, ainsi de suite, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des victimes spécifiques. Il y a même ce qu'on appelle la deuxième victimologie. On vous parle de syndrome de Stockholm et tout ça. On ne va parler de ce côté-là. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi ces gens-là sont protégés de manière particulière. C'est qu'on les comprend comme étant des personnes qui présentent des vulnérabilités particulières. Et c'est au nom de ces vulnérabilités particulières qu'on va donc mettre en route un cadre légal pour assurer la promotion et la protection de leurs droits. Vous avez donc au Cameroun le Code civil, vous avez les lois encore applicables dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, parce que vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle une bijuralité, c'est-à-dire que vous avez une partie qui a pris le droit romano-germanique, comme on l'appelle, c'est-à-dire le droit français hérité de la colonisation, et puis vous avez une autre partie qui applique globalement ce qu'on appelle la common law. Et donc, vous avez des règles qui sont applicables et qui sont applicables de manière, j'ai envie de dire, égalness, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tout le monde de manière invariable, avec parfois quelques dispositions qui concernent de manière spécifique les femmes, les filles en matière de divorce, en matière... Quand vous prenez par exemple le Code du travail, vous avez des dispositions spécifiques pour la femme qui a conçu, qui a accouché, qui a un droit à l'allaitement, ainsi de suite. Il y a quand même un aménagement qui existe. Donc la question qui se pose aujourd'hui par rapport à ce thème, c'est la prise en charge des droits, pas la prise en compte seulement, mais la prise en charge des droits. Parce que du point de vue de la reconnaissance des droits, Mme Akoua vous l'a dit, tous les instruments juridiques que nous avons ratifiés au plan international s'appliquent au plan interne. Donc, ça rentre dans le droit interne. Il ne faut pas se marier le Code civil. Donc, vous avez la CEDEF qui est applicable au Cameroun et dont les dispositions sont applicables et doit faire l'objet d'un contrôle par les juges. Vous avez le protocole de Maputo, vous avez la Charte africaine de la jeunesse, vous avez un ensemble de textes, vous avez les conventions de 89, de 90 sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui traitent à certains moments de la jeune fille. Donc, du point de vue du cadre légal disponible, la reconnaissance des droits ne fait plus de problème. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la prise en charge de ces droits. Comment est-ce que ces droits sont présentés devant la justice? Quel est le regard que la justice pose relativement à ces droits? Quel est le comportement de la justice relativement aux problématiques qui sont soulevées devant elle? Et quelles sont les actions qui peuvent donc être entreprises? Parce qu'il faut bien décomposer le thème, les droits, la réalité des droits, l'existence des droits, la reconnaissance des droits, la justice, la prise en charge des droits, la protection des droits qui sont déjà reconnus et consacrés. Et maintenant, les actions. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on ait qu'un regard gouvernemental sur la question. Il y a un travail important de la société civile qui se fait sur la connaissance des droits. Parce que l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est plus une question d'accès aux droits avant l'accès à la justice. Parce qu'il faut déjà connaître ces droits pour pouvoir aller en justice. Mais nous n'avons pas encore un dispositif national d'accès aux droits. Ça se fait dans d'autres pays. Vous avez des maisons du droit et de la famille, vous avez des points d'accès aux droits. Nous n'avons pas encore ça ici. Mais qui le fait ici? C'est la société civile majoritairement. Dans le cas des renforcements des capacités des femmes, vous avez écouté, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'entrain. Vous voyez tout ce qu'elle fait comme travail dans le leadership féminin. Mais dans le leadership féminin, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'appropriation des droits par les bénéficiaires qui sont les femmes. Donc pour moi, c'est un thème qui est assez transversal parce qu'il nous permet de nous assurer de la prise en compte des droits, de leur prise en charge et des actions en vue
de la protection des femmes et j'ajoute toujours des filles, voire des enfants. Okay, On va Madam. revenir sur le code des personnes et de la famille. That's what we were about questioning the Madame Nathalie Celestine Gemba, who is the voice of the Ministry of Women's Empowerment and the Family. At what level are we with the harmonization and implementation of the family code? Le code des personnes et de la famille n'est pas encore disponible. Je suis heureuse d'être sur cette table avec les spécialistes parce que vous savez que chaque ministère a son rôle en matière de législation. C'est le ministère de la Justice qui s'en occupe. Le ministère de la Promotion de la Femme a fait son travail. On a fait des consultations à la base avec tous les leaders parce que vous savez qu'une loi, pour qu'elle soit acceptée, il faut consulter l'ensemble des acteurs sociaux. Donc, nous avons fait notre travail. Nous attendons que la législation, le ministère en charge de la justice, oui, Ça, c'est très habile. Mais on peut dire un mot. Écoutez, nous sommes sur un chantier qui est un chantier important. Le code civil actuel, il date de 1802. Et quand vous regardez ce code civil, parce que quand on parle de code civil, là, nous sommes en train de parler de violences faites aux femmes, mais il faut bien comprendre que la question de la famille, ce n'est qu'un chapitre à l'intérieur. Vous avez une vasteté de choses qu'il faut encadrer. Les ventes, les successions, le patrimoine, la reconnaissance des enfants, les actes d'état civil. C'est immense le champ. alors, Et donc, ce code civil-là ne tient pas en compte véritablement. Ça sert à ça. On arrive justement, ce n'est pas un code camerounais, c'est un code que nous avons hérité de Napoléon. Justement. Et donc aujourd'hui, nous avons une réalité qui est historique et dont il faut tenir compte. Cette réalité historique nous a placés dans un contexte où nous avons un partitionnement du territoire du point de vue juridique et même parfois judiciaire. Vous avez un système de common law. J'aime pas beaucoup l'expression parce que ça emprunte en même temps à la common law et en même temps à des lois qui existaient à l'époque, qui continuent à exister. D'accord. Et vous avez un système romano-germanique qui est un système de codification. Et donc aujourd'hui, il nous faut faire une codification sur l'ensemble de la nation avec des pratiques qui ont déjà vécu et qui ont traversé le temps. Ça prend un temps. On a fait le code de procédure pénale au Cameroun. Ça a pris beaucoup de temps d'avoir une harmonisation nationale parce que le code de procédure pénale est désormais applicable à l'ensemble de la nation. Et vous avez à l'intérieur du code de procédure pénale des éléments de la common law et des éléments du système romano-germanique. Aujourd'hui, c'est le même travail qui est en train de se faire. Il prend un certain temps. On est tous d'accord là-dessus. Et ce temps est très long. Il faut également le dire. Mais c'est un travail parce que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est d'éviter une assimilation. Il faut codifier sans assimiler. Et il faut que chaque personne se retrouve à l'intérieur de ce code avec ses pratiques, avec ses us, avec ses coutumes. Et c'est un travail qui aurait déjà pu avancer, mais voilà, qui est encore heurté par des problèmes politiques que nous connaissons tous et que nous ne voulons pas ici. Oui, plus de 20 ans d'attente justement dans le code de la famille, madame. oui, oui, Pas 20 ans, 40 ans. 40 ans. 40 ans. Alors, vous comprenez la difficulté quand il vous explique. En tout cas, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ne dort pas sur les lauriers. Je voudrais dire que, en attendant que le code de personnes et de la famille arrive, le ministère s'est assis et nous sommes en train d'adopter une politique nationale de la famille. Et nous avons travaillé avec justement les leaders sociaux, le ministère de la Justice et toutes les composantes pour qu'ensemble, nous puissions mettre sur pied quelques dispositions qui nous permettent de travailler fondamentalement sur la famille. Un plan d'action multisectoriel sera élaboré et chacun, en ce qui le concerne, pourra prendre en charge un volet concernant la famille. Donc, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Justice Yvonne Akowa, the Ministry of Women's Empowerment and the Family says the ball is in your court. What do you have to say about it? Alors, dans ma posture de président national de l'Association camerounaise des femmes juristes, je voudrais dire tout le mal qui est fait aux femmes camerounaises du fait de l'absence d'un code de personnes de la famille. Il faudrait que vous compreniez. Tous les samedis, dans les mairies, vous entendez des mères lire les devoirs, les droits des conjoints. Vous entendez les mères dire aux maris qui sont les chefs de famille. Et article 213 du Code civil. Et cet article 213 a son pendant dans le Code civil, l'article 1421 du Code civil, qui fait un mal extraordinaire aux femmes camerounaises. Cet article énonce expressément
que le mari a le droit, dans un régime de la communauté de biens, le mari a le droit de vendre les biens de la communauté sans l'accord de sa femme. Alors, il se trouve simplement qu'aujourd'hui, le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui est mal connue, dont même les acteurs de la justice ne se sont pas appropriés, parce que c'est à l'absence du Code des personnes qui devait remettre de l'ordre qui devait expressément statuer sur ça. On est obligé d'emprunter à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, article 16, alinéa H, qui dit que les maris et femmes ont les mêmes droits du début à la fin du mariage, les mêmes droits de vendre, d'hypothéquer, ce qui exclut la chefferie, ce qui met de côté l'article 1421. Et la Cour suprême du Cameroun, dans un célèbre arrêt au maïs de 2015, a eu à rappeler aux juges judiciaires de notre pays son droit de contrôler la conventionnalité de nos textes internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a je vais chez les enfants, comme on a le Code civil qui dit que l'enfant naturel est reconnu à la moitié des biens que l'enfant non reconnu a, il y a la Convention sur les droits de l'enfant qui a été ratifiée et l'article dit que les enfants, dès que le lien juridique est établi, ont les mêmes droits. C'est grâce à la Convention sur les droits de l'enfant qui est directement applicable dans notre corpus que les enfants naturels reconnus aujourd'hui ont les mêmes droits que les enfants légitimes. C'est grâce à l'article 16, alinéa H, que les acteurs de la justice qui connaissent les textes, qui savent qu'en vertu de l'article 45 de la Constitution, le Cameroun est dans un système moniste avec prévalence du droit international. Et la Cour suprême, dans l'arrêt au maïs, de 2015, rappelle au juge que lorsqu'il a devant lui le Code civil, où un avocat parle de l'article 1421, et il a la CEDEF, il doit écarter du champ du contentieux la disposition du Code civil, donc c'est pour l'annulation du vente annulée. Parce que vous ne pouvez pas avoir 50% dans une maison, vous vendez comme si vous avez 100%. Pareillement, il y a un deuxième arrêt de 2019 de la Cour suprême toujours, qui a rappelé au juge la valeur normative supérieure. Il faut juste vulgariser et que les acteurs de la justice s'approprient pour que les droits des femmes cessent d'être bafoués en matière civile. Merci madame. Mesdames, messieurs, je vous propose de marquer un pas dans cette émission, cette fois-ci pour toucher justement cette question de la justice, alors que la SND 30, boussole de l'émergence en 2030, entend faire de l'autonomisation de la femme sa priorité. Madame l'inspecteur général, alors la question de la justice, comment elle se pose à votre niveau au ministère de la promotion de la femme et de la famille? Y a-t-il un problème de justice de ce côté propre aux femmes? Oui, il y a un réel problème. Alors, elle a évoqué tout à l'heure, par exemple, je prends le droit à la vie. Ces derniers temps, les féminicides vont bon train, excusez-moi le terme. Depuis janvier, nous sommes à 19 cas. Un monsieur qui poursuit sa femme avec la machette et qui arrive à l'égorger. Et un autre qui préchauffe la machette et qui, sous les coups, la femme perd la vie. Il y a ce fameux problème à Douala qu'on a connu avec Madame Yango. Et vous avez vu les femmes se lever lorsque cette décision de justice a été prononcée, où le monsieur, des sanctions inappropriées. On a entendu quelque chose comme avec sursis et avec 52 000 francs d'amende. Alors les femmes se sont demandé si leur vie valait 52 000 francs. Donc il y a un réel problème. L'accès à la justice, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent les procédures en matière pour demander l'assistance judiciaire. On essaye de les accompagner, mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Parfois, nous, on se demande si c'est parce que la plupart des juges sont des hommes. Mais
le juge de l'affaire Yango, malheureusement, n'était pas. Donc, il y a les femmes, et sa décision était légale. Donc, Que ce sont les textes, nous, voilà. au Cameroun, c'est que nos textes ne punissent pas particulièrement le conjoint. Le conjoint. Ton mari t'égorge, c'est comme si un passant t'avait égorgé. Voilà. Entendons-nous sur le fait que le conjoint perd la femme ou l'homme quand même. Bien sûr. D'accord. Pour le moment, les statistiques montrent Les que hommes. les femmes meurent sous les coups de leur conjoint. Les hommes ne veulent pas que les femmes leur disent non. Chaque fois que la femme dit non, parce que je reviens à ce que madame disait, pour dire les femmes connaissent les droits, il faut que le leadership, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui veulent même sortir de la violence, mais qui n'ont pas la possibilité de sortir parce que l'homme l'a rendue esclave. Alors, comment faire? Et lorsqu'elle réussit à sortir de cette maison, mais l'homme n'entend pas cela. L'homme ne veut pas entendre le nom de la femme. Il va la pourchasser, même dans le domicile de ses parents, il va aller la harceler et la tuer. Donc, véritablement, les femmes doivent avoir accès vivement une loi sûre qui punit les violences. Et où les maris, les conjoints, être conjoint est une circonstance aggravante. Être conjoint est une circonstance aggravante. Avant de passer la parole à Madame Prudence Pachankwe, Madame Akoa, j'aimerais justement vous entendre sur cette question de la justice. La justice dont on parle, ou celle dont le thème fait allusion cette année, renvoie justement à la justice pour les décisions administratives, politiques ou encore les justices au niveau de la gouvernance locale. De quelle justice réclament les femmes? L'accès à la justice, lorsque un droit, le recours, lorsque tu as été victime d'une atteinte à ton droit, quel est le recours? Le recours, et c'est justice, le recours à la justice, parce qu'il y a le recours à des institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme, il y a différents recours, mais le thème est cadré. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Est-ce la compréhension, on va dire, des procédures ou... Il y a des obstacles structurels d'abord. Il y a des obstacles structurels pour les femmes. Voyez-vous, l'article 8 de la loi sur l'organisation judiciaire dit que la justice est gratuite, mais ajoute, on a en matière pénale là, les timbres, les frais d'enregistrement et la multiplication du dossier, si vous voulez aller en appel, la multiplication du dossier d'appel et du pourvoi. Et puis, la concentration des juridictions dans les agglomérations urbaines induit le transport. C'est-à-dire que déjà, une femme victime de violence, en amont, elle va à l'hôpital. Il y a le médecin qu'elle doit rencontrer. Il y a un coût, elle paye. Il y a le certificat médical, elle paye. Ensuite, elle part de là, elle va à la police ou à la gendarmerie. La plainte, il n'y a pas de thème, c'est gratuit. Mais elle doit faire venir les témoins. Elle doit documenter sa plainte. Donc, elle va au quartier, déplacer des gens, elle leur paye le taxi. Et on lui donne des convocations, elle vient. Après, la procédure va au tribunal. Et quand la procédure arrive au tribunal, ça recommence. Il faut documenter, convoquer les témoins. Et ce n'est pas la première audience forcément que les témoins sont entendus. Donc, la justice est gratuite. On ne paye pas les justiciables ne payent pas les magistrats ni les greffiers, mais la justice a un coût. Et vous avez parlé d'assistance judiciaire, mais l'aide juridictionnelle, c'est la commission qui s'en occupe est une commission composée de nombreuses personnes pour qu'elle se tienne. C'est un dispositif assez lourd et puis il faut du temps. Et puis c'est encore cette femme victime qui va et qui vient. Peut-être la loi que nous attendons de tous nos voeux a prévu l'aide juridictionnelle systématique en matière de violence faites aux femmes, d'une part, et d'autre part, on oublie toujours le volet de prise en charge psychologique. Elle doit se faire accompagner sur le plan psychologique et l'auteur, le bourreau doit être, il doit payer, il doit prendre en charge au moins une partie de
de ses souffrances sur le plan financier. Et puis, l'accès à la justice implique également que la décision qui est rendue est exécutée. Peut-être elle a obtenu des dommages et intérêts. Est-ce que c'est exécuté? Ça encore, c'est un autre pan de l'accès à la Okay, justice. so Madam Prudence Bachankwe, you heard Mrs. Justice Yvonne Akwa. Seeking justice today is not a luxury all women can afford. So what does Lead Mission International do to empower women and arm them against all these discriminations they face in the society? In Lead Missions International, we say readers are learners. And you know, in a society, for you to have a PhD, you take maybe how many years? I don't know. It takes 7 years before the... it takes a number of years for you to become a PhD holder, right? Now, many women want to do things, but they don't want to take time to learn, to study it. Like even we talk about even marriage. Many go to marriage with wrong motives. How many times have they taken time to read books concerning marriage, to know what it is all about? So they need to inform themselves. They need to be trained. And that training, you will not wait for it to be schooled. That's the right word. They need to be schooled. So many women indulge in so many things without any knowledge. That is why I say skills provide employability. When they don't have those skills, that's where you see they face most of this violence. I take, for example, if you're in a class, you have 50 boys and you're the only girl, and you become first in the class, you don't ask for your right, you don't beg for your right, you take the right because you are first in the class. So women must make sure that in Lead Mission International, what do? We organize seminars. And in those seminars, we have a Leading Ladies conference where we teach women how to become the best version of themselves, how to learn different skills. Like we hold breakout sessions where women who are entrepreneurs, they will have their session. There will be people who are business, women who want to learn digital, new technology. We have experts who come to teach them how to grow their business, how to become independent, how not to depend on others. So that's what... And to become knowledgeable. Knowledgeable, because it is all about knowledge. And to teach the other women that those who went through pain, their pain will inspire, just because they succeeded in that pain, it inspires others. Maybe the difficult, and to tell them that failure or even difficulties that you hold is a stepping stone to higher heights. You know, most women want to be uphill, but they have downhill mentalities. And you cannot just sit and find yourself uphill. It takes sacrifice, it takes discipline. So that is why in Lead Mission International, we teach them all. That's why we say we train them values-based leadership. You add value to yourself. When you become valuable, even when people don't need you, hate you, they will need you. So it is all about adding value to yourself on a daily basis. And when you add that value, I take for example, if you are sick now, you have a problem with your tooth, and you have a dentist that is your enemy, you go to him. You go to trick yourself. So every day, Lead Mission is to add value. When you become valuable, you become useful to your situation, to your society. You become useful to your family. You become useful to the community. And so, Ulrich Xavier Ovono Ondoa, you are the president of the Club of Ambassadors for Positive Masculinity in Cameroon, and you fight against sexist discriminations in all forms. So what justifies the fact that violence is on a steady increase? Is it that the laws are not sufficiently applied to discourage the rising scourge of violence perpetrated by men on women? Alors, écoutez, Madame Akwa et moi, on est dans cette histoire depuis assez longtemps et donc on est toujours sur des oppositions de principe. Mais je voudrais dire des choses. Avant, je suis tellement content de vous avoir rencontré et d'écouter ce que vous dites. C'est vraiment très, très bien ce que vous faites et il faut continuer dans cette dynamique-là. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Qu'est-ce que nous faisons essentiellement aujourd'hui dans le Club des ambassadeurs de la masculinité positive? Nous recevons des victimes. Nous recevons des victimes qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des femmes, qui viennent se plaindre. Mais vous n'arrivez jamais au bout du processus. Vous les prenez en charge gratuitement parce qu'effectivement, il y a un coût. Vous les prenez en charge gratuitement, vous avez des bénévoles que vous avez formés, vous avez des gens qui les accompagnent. Mais on vous dit non, c'est le père de mes enfants. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a tapé une femme, qui l'a laissée pour morte. Vous dites, on prend sur nous d'engager toutes les démarches juridiques. Quand vous êtes déjà en phase de saisine du procureur de la République, il vient vous dire que vraiment, il m'a envoyé les messages. Exactement. C'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut une loi spécifique. C'est le ceci, c'est le cela. Je suis d'accord qu'il faut une loi spécifique. Mais ce que moi, je vois aussi également, c'est le poids de nos cultures, c'est le poids de l'environnement dans lequel on vit. On a décidé que le mariage est désormais
une convention sociale, que c'est un diplôme qu'on va brandir pour montrer qu'on est quelqu'un de sérieux, qu'on est quelqu'un qui a réussi sa vie. Et je le dis toujours, on vous dit allez à l'école, vous allez à l'école, il faut trouver le travail. Quand vous trouvez le travail, quand on vous dit non, maintenant il faut vous marier. En fait, c'est un processus dans lequel vous n'êtes pas préparé, mais où vous vous retrouvez parce que la société pense que, rendu au stade où vous êtes, vous devez déjà être marié. Et quand vous avez ce type de construction sociale, vous vous mariez pour de très mauvaises raisons, que ce soit les hommes ou les femmes. Et vous vous retrouvez, j'aime le dire, quand vous allez à la mairie le samedi, vous avez entendu un maire dire à quelqu'un un jour, vous avez l'obligation d'aimer votre conjoint. Le droit ne donne pas d'obligation d'amour. Le droit dit, vous avez le devoir d'assistance, vous avez le devoir de secours, vous avez le devoir de cohabitation. Le droit ne dit pas vous avez l'obligation d'amour. Et donc, De la soumission. quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes désormais marié et vous avez des devoirs, et que vous n'avez pas construit la relation avec votre partenaire, vous ne vous aimez pas, il a un bon parti, elle a une bonne partie, vous vous entendez bien, parfois ce n'est pas suffisant. On vous dit incompatibilité d'humeur. Dans notre droit, il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur. Il y a un divorce par faute. Vous voulez divorcer, vous établissez la faute de l'autre. Incompatibilité d'humeur, vous allez vous supporter. Et donc, vous demandez quel est le pic de violence. Mais le pic de violence, il est là. Il est là parce que pourquoi est-ce que nous nous marions? Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, madame. Est-ce que nous sommes éduqués au mariage? Est-ce que nous sommes formés à être père? Est-ce que nous sommes formés à être mère? Est-ce que nous sommes formés à être mari, à être femme? On n'est pas formés à tout ça. Et on se retrouve dans une société où on n'est pas formé à ça, mais on nous évalue sur notre échec par rapport au mariage que nous ne connaissons pas. Et donc, nous, on met un point d'honneur dans le cadre de la masculinité positive à avoir ce qu'on appelle le coaching des jeunes couples, à avoir ce qu'on appelle le coaching à la vie maritale, le coaching à... Et même, on va plus loin. Quand vous regardez tous les stéréotypes de genre qu'on a aujourd'hui, prenez les documentaires ou alors prenez les livres, les manuels scolaires. Allez regarder les stéréotypes qu'on enseigne aux enfants. Papa est assis, il regarde la télé, maman pile le mil. Non, il est clair que lui, il va rester assis et sa mère va piler le mil et il attend ça de sa femme. Il grandit avec ça. Et quand son fils rentre de l'école, il part retrouver le père, il regarde. C'est exactement. Nous avons une grande société. Sa petite sœur dans la cuisine. Nous avons une très grande société avec des stéréotypes qui fabriquent de la violence. Et après, nous sommes surpris par la violence. Et aujourd'hui, elle est simplement amplifiée par le phénomène cybernétique. Et je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Les documents publics que nous consultons, les enquêtes démographiques et de santé 2013, 2011, 2013, 2018, l'enquête situationnelle genre que le MINPROF a réalisée en 2025, vous donne des chiffres qui sont assez effrayants. On vous dit que 25% des femmes, dans le cadre d'une vie intime, ont été violentées parce qu'elles ont eu une opinion contraire lors d'un échange avec leur partenaire. C'est comme ça qu'on éduque les hommes. Qu'est-ce qui fait que lorsque deux hommes sont en désaccord, ça ne finit pas dans la bagarre, mais lorsque une femme, dans le cadre d'une relation intime, est en désaccord avec son compagnon, ça finit dans la violence, il faut aller regarder quels sont les déterminants de la violence masculine. Et ça, c'est un des sujets également que nous abordons dans le cadre de la masculinité positive. Yes, Madame Gemba, more and more in the society, we observe that young girls are groomed and educated to become women and mothers tomorrow. But what about the education of the young man with respect to what you just said? Vous voyez que c'est vraiment des problématiques qui partent de la famille. Parce que dans nos us et coutumes, il y a une différenciation dans l'éducation des enfants. Vous allez voir que la petite fille, quand elle sort, elle revient de l'école, elle va aller retrouver maman à la cuisine. Sa mère va l'appeler pour lui dire, bon voilà, ta place n'est pas au salon. Voilà. Et elle va dire à son garçon, va retrouver papa ou bien va jouer au Son foot. père va l'appeler, qui va regarder la Alors, viens regarder la télé avec lui. Et justement, c'est le père qui va ce l'appeler. sont ces choses-là que nous sommes en train de combattre. Quand on dit éducation, nous voulons d'abord que les garçons et les filles soient éduqués aux mêmes travaux, qu'il n'y ait pas de différence entre les travaux exécutés par la fille et les travaux exécutés par le garçon. C'est pour cela aussi que dans les lycées et même les universités, nous avons mis en place des clubs genre où les garçons apprennent à respecter les droits de la jeune fille et vice-versa. Donc, le garçon est comme moulé dans cet habit de petit prince-là qui lui donne tous les droits, qui lui donne la supériorité qu'il va exercer et la domination qu'il va Il commence exercer d'abord sur sa sœur. sur sa petite sœur ou sa grande, et même parfois sur la maman, parce que quand il grandit, il a vu
comment son père traitait sa mère, il se dit que lui, en tant que garçon, il a les mêmes droits et il va propager il va continuer Madame avec. l'inspecteur Donc, général, nous, ce que nous faisons, c'est qu'au niveau des centres, pour revenir au leadership et pour revenir au fait que la femme doit être autonome, parce qu'en réalité, nous avons aussi constaté que si la femme subit aussi beaucoup de violences, c'est qu'elle n'a pas les moyens. Elle est pauvre. Les problèmes, d'autonomie financière. là, justement, dans ce sens, Je voudrais dire Oui. quelque chose, je vous en prie. Si vous en prie. Oui, alors, Madame l'inspecteur général, nous partageons le même constat. Mais je souhaite quand même apporter, je souhaite faire l'éloge de la nuance sur un aspect. Un enfant ne s'éduque pas un enfant éduqué. Et la charge que l'on met sur le jeune garçon en fait lui-même une victime. Vous dites à un enfant, un homme ne pleure pas. Un homme est fort. Un homme doit toujours être debout. Un homme est un pourvoyeur. Quand il le reproduit plus tard, C'est ça il le problème. est une victime. Il est une victime d'une éducation qu'il a reçue. Il est victime d'une éducation qu'il a structurée. Ce que je viens de dire. Parce que vous avez dit petit prince. Bonjour. Je voudrais quand même le dire qu'il n'est pas un petit prince. Il est lui aussi une victime. Et donc, je suis d'accord que la problématique part de la de famille. la femme. qui finit par avoir des Oui, oui. répercussions souvent. Par avoir de répéter. Il faut avoir une éducation qui soit la plus équitable possible Tout pour à tous, fait. autant pour le jeune garçon que pour la jeune fille. Voilà. Je l'ai dit, une éducation qui ne fasse pas de différence. Pas seulement sur les tâches ménagères. Bien sûr. Pas seulement sur les tâches Bon, ménagères. je viens de le dire. Nous allons commencer et j'espère que la masculinité positive va nous aider. Nous serons Parce que ce que moi, nous sommes dans les espérances, hein. Ce que j'attends de la masculinité positive, c'est que ces hommes-là s'arrêtent un moment pour dire non. Aucune femme ne tombera plus sous les coups d'un homme. Nous attendons ça dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Je veux voir un mouvement des hommes concret, palpable et visible, où les hommes prennent l'engagement qu'aucune femme ne tombera plus sous les coups de son mari, de son conjoint ou de son compagnon. Je veux voir ces hommes-là qui disent non, les hommes ne violeront plus jamais les jeunes filles. Je veux voir ces hommes-là qui disent fin aux mutilations génitales féminines. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les hommes prennent une grande part de responsabilité. Et maintenant, même dans les pouvoirs, pour étendre dans les pouvoirs, le ministère de la Promotion de la Femme a pris sur lui de produire un document, palmarès genre, des administrations publiques, parapubliques et privées, où nous sommes en train de faire une photographie de chaque structure. Voilà la place des hommes, voilà la place des femmes. On laisse le soin aux décideurs de voir. Je veux voir ces hommes décideurs qui décident de regarder les compétences des femmes. Parce que les femmes en ont. Elles les ont acquises depuis de très longues années. L'objectif faut à terme de maintenant cette que- initiative, c'est de ressortir quoi finalement? Alors, nous allons vers... Nous ne pouvons pas être développés en laissant de côté plus de 50% de la population. Il faut autonomiser les femmes. Il faut responsabiliser les femmes. Il faut protéger les femmes. Donc, nous avons parlé tout à l'heure d'une loi. Il faut protéger les femmes. Et la protection des femmes, ce n'est pas simplement, comme on a dit, une affaire des ministères ou des administrations publiques. Dans la maison, moi, l'homme, chef de famille, qu'est-ce que je décide de faire? Le chef de personne. Oui, enfin, puisque le Code civil leur dit à chaque fois qu'ils sont mariés, il leur dit l'homme est le chef de la famille. Nous voulons que dans chaque maison, que l'homme prenne des engagements. Cette année, qu'est-ce que je vais faire pour mieux protéger mon épouse, Madam Inspector mieux General, protéger ma we fille? have the third part of the program dedicated to solutions and Yes. recommendations to fight for women's rights in Cameroon. But then the discussions are getting more and more interesting. Dear televiewers, let's take a break and come back to look at some solutions and recommendations that could possibly help Cameroon better fight for women's rights. Ladies and gentlemen, welcome back on set to talk about solutions, actions, and recommendations to better defend and implement
women's rights in Cameroon. Without wasting much time, Madame Nathalie Celestine Gemba, you are the voice of the Ministry of Women's Empowerment and the Family. So what solutions and perspectives do you suggest to completely and effectively protect women's rights in Cameroon? Alors, je vous remercie. Je crois que je vais m'appuyer sur les engagements du chef de l'État de placer les femmes au cœur de son action. Et je souhaiterais que chacun, à son niveau, place la femme et la fille au cœur des préoccupations, que ce soit des préoccupations au niveau de la famille, à l'école et dans les milieux sociaux professionnels. Alors, nous, au ministère de la Promotion de la Femme, nous allons continuer de vulgariser les droits de la femme, d'éduquer les femmes à la connaissance de leurs droits. Nous allons continuer de chercher à améliorer la représentativité des femmes, à plaider pour l'amélioration de la représentativité des femmes dans les sphères de décision. Nous allons continuer d'autonomiser les femmes dans nos centres de promotion de la femme, leur donner des formations pour qu'elles puissent gérer ne serait-ce que des petites activités génératrices de revenus qui leur permettent de faire face à leurs préoccupations. Nous allons continuer de lutter contre les violences basées sur le genre et surtout ces féminicides. Il faut y mettre un terme. Et pour cela, nous plaidons pour que la loi sanctionnant les violences faites aux femmes et aux filles soit adoptée pour venir renforcer l'arsenal juridique qui est déjà là. Il nous faut une loi spécifique. Alors, justement, que chacun à son niveau, je l'ai dit tout à l'heure pour la masculinité, je le dis aux leaders traditionnels, vraiment qu'on sorte de ces clichés-là, qu'on sorte de ces pratiques néfastes, qu'on protège la veuve, qu'on protège la petite fille contre l'excision et les autres formes de mutilation génitale, qu'on éduque, qu'on la mette à l'école et qu'on la soutienne dans son processus d'instruction. Et quand elle a fini, qu'il y ait même, si on pouvait même avoir des mesures de discrimination positive pour permettre que beaucoup de femmes rentrent dans les écoles de formation pour qu'on ait une masse critique de femmes dans ces hauts milieux-là pour pouvoir parler. Et maintenant, il faut continuer de promouvoir la paix. Parce que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est aussi une question de paix et de justice. Il faut qu'il y ait ces idéaux-là, que le chef de l'État prône, qu'on les mette en œuvre. Donc, Madame l'inspecteur, on ne vous a pas suffisamment entendu parler du cas de la jeune fille, qui est pourtant intégrée dans la thématique. Justement, la jeune fille, j'ai parlé de l'éducation à la base, j'ai parlé des mutilations génitales féminines, mais je vous informe aussi qu'il y a le 11 octobre de chaque année une journée internationale dédiée à la jeune fille. Et là, il y a des problèmes de viol, de harcèlement à l'école qu'elles subissent et même d'inceste au sein des familles. C'est des pratiques qu'il faut vraiment abolir pour que la jeune fille qui est la femme de demain développe tout son potentiel positif pour pouvoir être pleinement actrice au développement de son pays. Justice Mrs. Yvonne Akowa, we are talking about solutions. Thanks for giving me the floor. We are talking about solutions and recommendations for a more effective respect of women's rights in Cameroon. But then I would like to hear from you to know how far you have gone with the implementation of the Maputo Protocol in Cameroon you defended before the Pan-African Parliament. Oui, merci. Le protocole de Maputo, surtout l'article 14. L'article 14 du protocole de Maputo sur le droit à la santé de la reproduction de la femme, qui a soulevé l'ire de beaucoup de personnes. À titre de rappel, au terme des dispositions de le protocole de Maputo, il faut le rappeler, a été ratifié et publié au Cameroun sans réserve. Le Cameroun a fait des observations qui ne sont pas des réserves. Le Cameroun dit la ratification du protocole de Maputo ne doit pas s'assimiler à l'acceptation de l'homosexualité, de la prostitution et de l'avortement au Cameroun. Mais donc, nous avons ratifié cet très important instrument sans réserve. Alors, l'article 14 du protocole de Maputo dit aux femmes qu'elles ont le droit de choisir le nombre d'enfants qu'elles veulent,
d'arrêter. Donc, le mari, quand elles vont... La question, c'est quand elles vont à l'hôpital se faire ligaturer les trompes. Peut-être elle a 6 filles. Et le mari, on lui a dit quelque part que elle a le 7e ou le 8e enfant, c'est le garçon dans son ventre. Donc, il veut absolument qu'elle continue d'accoucher. Donc, elle va à l'hôpital voir le médecin pour se faire ligaturer les trompes. Le médecin lui donne un petit document pour lui d'aller chercher l'autorisation du mari. En fait, la société ignore que le protocole de Maputo a définitivement clôturé sur ce point que la femme est libre de choisir, le protocole dit de disposer de son corps, donc de choisir le nombre de naissances. En fait, si elle veut 3 enfants et que le mari veut 10, il a la possibilité d'aller au tribunal, demander le divorce pour injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Mais il ne la frappe pas, il ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. Donc oui, le protocole de Maputo est souvent visé dans les décisions de justice. Do you have Et- any et- recommendations and solutions? Oui, alors, nous voulons dire, sur le premier point, que en ce qui concerne, nous commençons par l'impunité des auteurs de violences. Nous pensons que l'impunité des auteurs de violences est d'abord due au fait que on n'entend pas beaucoup parler de décisions de justice qui condamnent les auteurs de violences. Donc, la procédure est lourde. Il n'y a pas de procédure spécifique pour des violences conjugales ou des violences domestiques. Donc, il tue sa femme et puis va juste être un accusé lambda. Il n'y aura rien de particulier. Ça va prendre le même temps qu'une procédure banale, alors que ôter la vie à son conjoint n'est pas quelque chose de banal. Donc, du coup, les autres maris, les autres partenaires intimes, quand ils observent l'environnement juridique, ils se disent que, mais en fait, j'avais bien appris qu'on avait bien vu que tel a fait ceci, tel a fait cela, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, vraiment, il y a ce sentiment d'impunité. Et puis, il y a également le fait que, en l'état actuel de notre législation, les sanctions prévues pour ce genre d'actes sont absolument inappropriées. Parce qu'un monsieur, je ne parle pas de mari, on a beaucoup parlé d'époux. Non, je parle de partenaire intime. Le partenaire intime, c'est quelqu'un avec qui vous partagez l'intimité. Ça peut être votre petit ami, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre mari. Donc, parce que parler d'époux, c'est très restrictif. Parler de partenaire intime. Donc, le partenaire intime qui partage votre intimité, il n'y a pas, il faudrait qu'il soit sanctionné particulièrement. Ça veut dire qu'il faudrait que le fait que c'est justement un partenaire intime, le fait que c'est votre père, le fait que c'est votre mère, le fait que c'est votre oncle qui vous a ôté la vie, en raison du lien de proximité qu'il a eu avec vous, ça doit être une circonstance aggravante. Nous appelons à la loi. Et à la loi la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles qui est en chantier et qui devait absolument prendre en compte le fait que l'auteur, la qualité de l'auteur de la violence. Et qu'on sorte de ce code civil qui date du 19e siècle. Ah oui, le code civil, le code... Non, moi, je ne parle pas du code civil. Quoi. Moi, je ne parle pas du code des personnes et de la famille. Moi, je voudrais dire sur ce plan qu'il faudrait que les acteurs de la justice, je parle de l'existant, ce qui peut être appliqué, les conventions internationales, que les acteurs de la justice se les approprient. Parce que s'ils les utilisaient systématiquement, on verrait moins des femmes spoliées dans leurs droits économiques dans les ménages. Les maris cesseraient de vendre les biens de la communauté en disant qu'ils sont chefs de famille. Et puis les entraves aux droits successoraux également, ce sont des violences économiques assez fortes. Et on espère que la loi en chantier les a prises en compte. Merci Madame Akwa. Madame Batchenkwa, la tête de Lead Mission, les plaintes sont innombrables, l'accès à la justice, la lourdeur des procédures, le coût, le poids culturel, les pesanteurs sont justement nombreux.
quelles sont les pistes de sortie qu'on doit apporter pour résoudre définitivement cette question? In lead missions, we don't focus on what we don't have. We focus on what we have. Because what you don't have is not at your level. And what you have, you can make use of it. And we also believe that life is 10% what people do to you and 90% how you react. So the 90% is in the hands of women. How will you react? Ignorance is not bliss. So we are telling women that they need to train themselves. That is why we take women who have succeeded in life and we organize seminars, we organize mastermind classes to be able to make women to be purpose-driven. Because if you don't have a purpose, if you don't know where you are going to, everywhere you find yourself will be a destination. And we encourage them that when you are moving, when you start, you will fail. Have confidence in yourself. Don't know the type of groups that you find yourself in. Know the type of relationships that you find yourself in. Because you are a sum total of the 5 people that you are closest to. So you have to look around. You attract your kind. You don't attract some. So if there are people who are not like people who abuse maybe their husbands, people who don't take care of their children, you know that if they are thieves, you will be the sick thieves. So we are saying that women, they need to be trained. So we organize those seminars to train women to become economically empowered, to become financially independent, because money is good. And when you have money, you see all those abuse at times, you will not need to go to, because most of the time it happens because people go to men to ask for you even need a small comb in your house, you will have to meet your husband to give it to you. So we empower them to how to be able to do small, little business, little beginnings, because to know where to plant that seed and to be patient enough to wait for the seed to grow. Because most often women are not patient and they keep digging the seed. No, plant it, allow the seed to die. When it dies, it will grow. So we are encouraging women to how to able to save money, to do digital savings, digital businesses. In lead missions, we teach them all of those things, and we take women who have succeeded in that to be able to train them to become the best version, to be purpose-driven, to know where they're going and to know what they need to do. So that's what we do. Thank you, Madame Xavier Ovono. Le Club de la masculinité positive est également engagé sur ce chantier depuis sa création. Écoutez, nous avons 2 casquettes sur cette question. Nous sommes d'abord magistrats et donc nous sommes engagés en tant qu'acteurs de la justice pour garantir la protection des droits. Maintenant, nous sommes présidents d'un club de la masculinité positive qui a un mandat qui est bien connu, qui a été donné par le réseau des femmes leaders, dont la présidente du comité de pilotage est Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Moi, je vais aller très simplement. Je pense qu'il y a 5 choses à faire sans que ce ne soit exhaustif. La première chose à faire, c'est qu'il faut absolument limiter les conflits entre les hommes et les femmes. Et je le dis de manière très simple. Tant qu'on perçoit l'homme comme étant un obstacle à l'épanouissement de la femme, ou la femme un obstacle à l'épanouissement de l'homme, tout ce qu'on réussit à faire, c'est qu'on fabrique de la violence. C'est tout ce qu'on réussit à faire. On fabrique simplement de la violence. Lorsque vous discutez avec des hommes, ils vous disent « elle m'a insulté, elle m'a mal parlé, elle m'a manqué de respect ». Et ils justifient la violence par l'agression qu'il a subie. On aura une discussion sur la proportionnalité. Est-ce que parce qu'elle t'a insulté, tu devais la taper? Mais est-ce que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette façon de lui parler est d'abord une agression? Ça veut dire qu'il y a une éducation également à faire sur la femme. Je dis toujours qu'il n'y a pas de masculinité positive sans féminité positive. Il faut bien éduquer les filles, il faut bien éduquer les garçons. Et quand on aura d'abord réussi ce premier palier-là, on aura réglé 85% des problèmes. On passe au deuxième palier. Le deuxième palier, c'est l'instruction et la socialisation. Comment est-ce que nous menons nos réflexions? Comment est-ce que les enfants se déploient sous nos yeux? Et comment est-ce que nous les laissons grandir? Quand on regarde tout le parc de violence sur les enfants, une grande partie de la violence sur les enfants est dans l'espace familial. Je ne parle pas de la correction, je parle des incestes, je parle des viols. Pourquoi est-ce que nous ne libérons pas la parole et que nous dissimulons
toutes les violences qui sont à l'intérieur de la famille. La peur du qu'en dira-t-on. Mais qu'est-ce qu'on fabrique chez cet enfant qui a été violé? On fabrique de la violence pour demain. Et on est surpris par des comportements que des enfants développent par la suite. On est surpris par la considération négative qu'ils ont de l'un ou de l'autre sexe. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué et on a entretenu de la violence à l'intérieur de la sphère familiale. La troisième chose, et là on rentre maintenant dans le champ des mesures gouvernementales. Il faut absolument avoir une politique publique de formation, de renforcement de capacités et de sensibilisation. Moi, je pense, et je peux me tromper là-dessus, mais c'est mon regard de praticien du droit et d'activiste de la société civile, qu'avec le droit existant tel qu'il est aujourd'hui, si les magistrats étaient suffisamment capacités, nous aurions déjà un recul. Nous aurions déjà un recul par rapport à la montée du phénomène. Madame Akoa vous a dit qu'il y a la CEDEF. Madame Akoa vous a dit qu'il y a le protocole de Maputo. Il y a la charte africaine de la jeunesse. Il y a la récente charte sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tous ces textes-là doivent et peuvent être mobilisés dans le cadre de la réponse judiciaire. Mais est-ce que nous avons suffisamment fait le travail pour nous assurer que ceux qui vont défendre les avocats, ceux qui vont juger les magistrats, se sont appropriés ces instruments-là? J'en appelle donc à une spécialisation des juges sur les questions de la famille. Il nous faut avoir une spécialisation des juges sur ce périmètre-là. On ne peut pas continuer à gérer ça comme un melting pot. Quatrième mesure et avant-dernière mesure, c'est l'accès au droit. C'est l'éducation et l'accès au droit. Vous savez, il y a au Cameroun ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers, qui sont dans les villages. Customary courts. Customary courts. Vous avez les alkali courts dans le nord-ouest, qui règlent quel problème? Qui règlent des conflits entre musulmans. Donc, on ne peut pas dire que l'organisation judiciaire n'a pas pris en compte plusieurs paramètres. L'organisation judiciaire est suffisamment étendue. Mais combien de personnes savent qu'elles peuvent aller chez le chef traditionnel, qui parfois est le président, chez le sous-préfet, qui est le président du tribunal coutumier? Combien de personnes savent qu'à ce niveau de proximité-là, il y a une justice qui peut être rendue et les décisions rendues par ces juridictions ont la même valeur que les décisions rendues par le tribunal de grande instance, par le tribunal de première instance, sous la seule réserve que ces décisions font l'objet d'un contrôle du procureur général. Il faut donc avoir un système, un mécanisme public d'éducation et d'accès au droit qui va déborder même le cadre simplement des droits des femmes et des enfants dont nous parlons, mais qui est un mécanisme global pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et qui peuvent venir avoir une aide juridictionnelle, un appui juridique par rapport au problème. Dernier point, c'est la loi. Nous avons un phénomène spécifique, nous avons des victimes spécifiques, il faut une loi spécifique. Et parce qu'il faut une loi spécifique, il faut bien qu'on dise qu'est-ce qu'on veut avec cette loi. On parle beaucoup de sanctions, on parle beaucoup de répression, on parle beaucoup d'enfermés. Pour moi, c'est 15% du problème. Il faudrait qu'on travaille à ce que ça n'arrive pas. Il faut donc une prise en charge, comme vous dites, Tomine Prof, une prise en charge holistique, c'est-à-dire qui va ramasser l'ensemble de la question. La sensibilisation, la prévention, la prise en charge psychologique. On parle peu des violences psychologiques. Or, la santé mentale, c'est un vrai problème. Et toutes les folies que nous voyons sont des dérivés de la santé mentale. Quelqu'un qui chauffe la machette, quelqu'un qui poursuit une femme avec la machette, ce n'est pas quelqu'un qui est stable mentalement. Et nous avons une loi en ce moment qui fait l'objet d'études depuis 2-3 ans. Si cette loi peut aboutir jusqu'à l'adoption, ce serait déjà un grand pas. Parce que dans ce projet de loi, tout n'est pas pris en compte. Il faut préférer là des petits pas au surplace. Mais il y a de grandes avancées en termes de réparation, de prise en charge psychologique et de sanctions et de prévention. Xavier Ovono, magistrat président du club La Masculinité Positive, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci. Et en face de vous, on avait Prudence Bachenkwa, qui est vice-présidente du club Lead Mission International pour le leadership féminin. Merci d'avoir été là. Thank you. Et tout à côté, Yvonne Akoa, à la tête de l'Association camerounaise des femmes juristes, qu'on ne dissocie pas justement de sa casquette de magistrate. Merci d'avoir répondu à cet appel. C'est un véritable plaisir. Et en face de vous, Nathalie Angemba, inspecteur général au ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui a éclairé justement nos lanternes. Madame l'inspecteur, merci d'avoir répondu à cet appel. Merci à vous. Sabrina Ndi.
Ladies and gentlemen, we have come to the end of our program, Cœur de Femme. Thanks for watching. It was a pleasure having you on our screens. The theme of this edition, which is equally the theme of the 41st edition of the International Women's Day, was Rights, Justice, Action for All Women and Girls. We discussed Cameroonian legislations and dispositions to protect women's rights and equally brought out obstacles and challenges which deprive women from fully enjoying their rights. The take-home message is that training begins at home. The family setting is very important and vital in the upbringing of the men and women would have in the society tomorrow. Women must empower themselves because knowledge is power and an arm to defend themselves from all the ills and injustices of the society. Thank you for watching and keep following us on Canal Plus 500. Goodbye.